Gare du Nord, 9 h du matin. Un week-end tout à fait normal, sauf que regardez bien derrière moi, et oui, côtoyant l'attraction électrique, les Eurostars et les Thalys, et oui, rouge et crème, un autorail, et pas n'importe lequel, quelque chose d'emblématique dans l'histoire du chemin de fer, le fameux Picasso. Il s'agit donc d'un train spécial affrété par Alain Prat. Alain Prat, vous le savez, c'est le grand maquettiste de la SNCF. Et nous allons, dans ce DVD, vous faire vivre à bord d'un Picasso. Et croyez-moi, c'est quelque chose. « 7 h du matin, dépôt de la Chapelle. Le calme d'un dimanche matin. En fait, seule activité, le pont transborder qui va sortir le Picasso de sa torpeur. Marc Brevillot est le conducteur titulaire. En fait, aujourd'hui il ne travaille pas. C'est un bénévole. Avant la mise en route, c'est la visite technique. Alors maintenant, les différents niveaux d'huile, le compresseur déjà, qui fournit l'air comprimé. Alors, maintenant, le niveau d'huile du carter moteur. Tout va bien. Tout va bien. Il est entre une mini et le maxi. Tout va bien. Alors là, maintenant, on va manœuvrer les filtres à peigne. Ce sont les filtres à huile qui récupère les plus grosses impuretés dans l'huile. Voilà, c'est bon, 2 à 3 tours. Alors, pour terminer, le contrôle de niveau d'huile de la pompe à injection qui est dans le V du moteur. Toujours pareil, une petite jauge. Voilà, c'est tout bon. Je contrôle à nouveau. Allez, c'est bon. C'est une visite qu'on doit faire avant départ à chaque fois. Déjà, on a préparé la veille, on a fait tous les contrôles voulus la veille, mais tous les matins, on fait quand même la visite avant le départ. Oui, oui. Vérifier que tout soit prêt, tout soit en ordre. Côté conduite, le Picasso, c'est un camion sur rail. Petite leçon de conduite par Marc. C'est un engin qu'on conduit, on le sent, on l'écoute, on sent les vibrations, on a le compte-tour. Quand on a l'habitude, on n'est pas obligé de débrayer entre les rapports, on arrive à les passer au compte-tour comme avec les vieilles voitures. Sur la partie basse, ici, vous voyez les principaux organes. De gauche à droite, l'inverseur de marche qui est là, puisque l'autorail se déplace dans les deux sens. Donc quand on dégoupille, on peut choisir un sens de marche en avant comme ça et en arrière. Ici, cette grosse pédale qui est devant moi, c'est la pédale d'embrayage, puisque ce véhicule a une transmission mécanique, se conduit en gros comme un camion. Donc ici, on reconnaît un gros levier de vitesse avec une boîte à 4 rapports. On commande directement la boîte par une tringlerie métallique. Ici, on a donc la pédale d'embrayage et de débrayage. Là, on ne commande pas directement, il y a une assistance pneumatique parce qu'il faudrait vraiment exercer un effort beaucoup trop important si on n'avait pas l'assistance pneumatique. Voilà les principaux organes qui sont en bas. Après, en s'élevant, on retrouve ici
Tout l'ensemble frein, toute la tuyauterie du freinage à air comprimé classique avec son robinet à commande manuelle. Et l'organe qui est là, c'est l'accélérateur. Sur un train, on n'accélère jamais avec les pieds. C'est une commande toute simple où, avec cette commande d'accélérateur, on tire directement sur la crémaillère des pompes d'injection. C'est quelque chose de très fiable, de très simple avec un câble. Et puis alors, il y a plein d'autres détails. Par exemple, vous avez des chaufferettes, des chauffages, comme dans un camion. Comme dans un camion, là on a un chauffage type chauffage central de maison avec sa vanne. Et puis ici on a la chaufferette pour les pieds aussi avec sa petite vanne individuelle. Oui, on retrouve le levier de vitesse avec la grosse boule type camion des années 40-50. Hein, tout ça c'est contemporain. On retrouve un volant. Ici c'est le volant du frein à vis qui est inusable, increvable. Retour gare du Nord. Une ambiance typiquement ferroviaire. Ils sont là, une soixantaine de mordus du Picasso, pour une balade au Tréport. Ambiance bon enfant, sous l'œil d'Alain Prat, transformé en hôtesse d'accueil. Chacun y va de son commentaire, de son point de vue technique. Au moins, avec le Picasso, tout est simple, tout est transparent. Même le compartiment moteur ou le V12 montre ses dessous. Mais SNCF oblige, on se doit de respecter le règlement et de faire l'heure. Et c'est le bruit caractéristique, inoubliable, le ronflement grave du V12. On leur demande. Et tout de suite, on mesure l'avantage du Picasso. Le voyageur, à l'avant, est à la place du conducteur. Sorti de la gare du Nord, comme jamais vous ne l'aviez vu. Paris-Le Tréport, c'est 3 heures au rythme d'un Picasso, avec ses changements de vitesse et surtout le ronflement du moteur. C'est l'occasion de faire connaissance, de faire des connaissances, comme celle inoubliable de Georges Palais, à qui on doit la rame du record du monde du TGV. Georges Palais, pourquoi cette passion pour un vieux Picasso quand on a été l'un des artisans du record du monde du TGV? Oh, pourquoi? Parce que le monde ferroviaire est une grande famille, donc il n'y a pas de distinction à faire entre l'autorail Picasso et la rame du record du monde. C'est toujours la même ambiance à bord et c'est toujours l'esprit ferroviaire qui prédomine. C'est l'amitié, c'est le panier repas. Hein, et vous avez remarqué, tout le monde mange bien. C'est le bonheur, quoi, c'est la détente. Et là, on est une soixantaine. Il y a une bonne douzaine d'amateurs. Nous avons invité des amis et on partage du saucisson, de la rillette, du fromage, des bons mots, des plaisanteries, de la bonne humeur. Voilà. Mais je pense que le patrimoine, c'est des choses élargies. Il faut élargir à d'autres choses. Et ce train en est un exemple, puisque ça nous permet de comprendre comment on voyageait, ça nous permet d'appréhender un lieu, une façon de voyager, des espaces, des échelles d'espace. Ça nous permet de regarder la technologie, ça nous permet de regarder les matériaux, le design. C'est beaucoup plus large que ça. C'est quelque chose qui a été très moderne dans son temps. Et ça, je trouve ça absolument formidable. Et il faut que les gens comprennent qu'un train et un objet de cette qualité, c'est un maillon pour comprendre où nous en sommes. Voilà. Et chacun, durant le voyage, y va de son passage en poste de conduite.
c'est à qui veut tenir le manche. C'est bien connu, les voyages ouvrent l'appétit. Et à bord, tout est prévu. Mais moi je suis dit, mais juste après. À vapeur dans les mines de charbon. Ah oui, saucisson, non. On va retirer la peau de manière manuelle. Belle promenade dans la campagne normande. Et 3 heures plus tard, c'est l'arrivée au Tréport. Petit tour du propriétaire, on profite d'une halte au Tréport. Vous entendez d'ailleurs le bruit des mouettes. Donc, le Picasso, ça a été la grande révolution dans le domaine des autorails dans les années 50. Pourquoi ? Parce qu'en 1950, lorsque la SNCF, qui se remettait de ses dégâts dus à la guerre, a fait le tour du propriétaire, on a découvert qu'il y avait 60 types d'autorails différents. D'où, disons, des problèmes de maintenance, de technique insolubles. Et là a germé dans l'idée de la direction des matériels de l'époque de faire un autorail de 2e génération, un autorail simple, l'équivalent un peu du GMC, un camion sur route, facile à entretenir, capable de rouler sur des voies qu'on appelle faiblement armées, c'est-à-dire capable de supporter des gauchissements des rails, autrement dit avec une suspension très souple. Et voilà ce que ça a donné. Ça a donné naissance à ce que l'on a appelé le Picasso. L'X3800. Pourquoi Picasso ? Eh bien, vous le voyez, en raison de sa cabine de conduite surélevée, de son kiosque, comme on l'appelle, non pas dans l'axe comme les Renault Aoka, mais légèrement décentré, qui permettait donc, avec un seul poste de pilotage, de pouvoir aller facilement dans les deux sens. Alors, l'avantage du Picasso, ça a été également, regardez, le moteur à l'avant, mais un compartiment moteur qui était visible, et ce qui était, disons, la grande joie des amateurs de technique de l'époque. Un gros diesel, 300-320 chevaux, 2 fournisseurs, Renault et Sulzer, et vous voyez, tout est simple, tout est mécanique, tout est apparent. Un petit détail, l'embrayage, eh bien, c'est un embrayage de camion assis pneumatiquement, puis si l'embrayage tombe en panne, eh bien, il y a un levier qui permet de le manipuler à la main. C'est absolument étonnant, je voudrais dire, de simplicité. Et c'est ça que l'on aime. Et puis de l'autre côté, ce qu'aimaient les passagers, c'était plusieurs choses. Le premier, c'était un peu le silence. Le deuxième, c'était le confort de la suspension. Et puis le fait que lorsque les gens étaient à l'avant, eh bien, ils étaient à la place du conducteur et voyaient la voie défiler. Moi, je me souviens, étant étudiant, lorsqu'on prenait le Picasso et non pas les trains à vapeur, eh bien, on se précipitait pour être à place avant, puis bouffer des kilomètres de rails. Donc, le Picasso a révolutionné le transport ferroviaire dans les années 50 jusqu'en 88. C'est-à-dire, voilà un engin qui est resté en service pendant 38 ans sur la plupart des lignes de la SNCF. Et fort heureusement, près d'une 50aine d'engins ont été sauvés et conservés par des associations, dont celle-ci, qui est l'association Autorail Bourgogne-Franche-Comté, qui nous a permis d'effectuer ce petit voyage touristique entre Paris, le Tréport, aller et retour. Quand j'ai vu ces engins qui partaient normalement en ferraille, dans les années 82, on s'est dit que c'était pas possible de laisser partir au moins tous ces engins au cimetière. Ça se passait où? C'était au dépôt de Nevers. Au dépôt de Nevers, en septembre 82. C'était des engins qui étaient encore capables de vivre, oui bien, on a fait plus de kilomètres, enfin plus d'années en activité associative que la SNCF.
Donc, ce DVD est consacré aux autorails. Alors, un film et 4 bonus. Le film, vous allez voir, c'est un document étonnant et on les remercie. On le doit au service, je voudrais dire, au patrimoine historique de la Régie Renault, qui est l'usine de construction des autorails de Choisy. Et vous allez voir, c'est tout de même étonnant. Dans les années 50, il y avait un grand hall de montage analogue à celui où on construisait des Renault, des Dauphines, des 4 chevaux. Eh bien là, à la chaîne, on construisait des autorails. 4 bonus. Premier bonus, c'est un bonus qui fait le tour du matériel de la SNCF, de tous les types d'autorails, depuis les plus anciens jusqu'au RGP. Deuxième bonus, les RTG, autrement dit les rames à très grand parcours, qui étaient un peu les équivalentes des autorails de luxe beaucoup plus puissants. Troisième bonus, des idées d'avance, et oui, à la SNCF, on a expérimenté une locomotive à turbine à gaz, vous souvenez-vous? On cherchait quelque chose de nouveau. On a essayé la turbine, et ce qui a donné naissance d'ailleurs au TGV. Le premier TGV 001 était un TGV à turbine à gaz. Eh bien, on a essayé également une locomotive, la 040 DG, qui était une locomotive à turbine à gaz. Et puis enfin, quatrième bonus, à tout seigneur, tout honneur, eh bien, c'est le portrait d'un homme sympathique qui permet, comme bien d'autres, qui a permis de sauver cet autorail, c'est Guy Bachet. Tailler la turbine. Gabriel Bachet est un cheminot, un vrai. Il a conduit tout type d'engin. Et aujourd'hui, il est dans une association étonnante. Gabi, on vous appelle Gabi. En fait, votre prénom c'est Gabriel. Pourquoi cette passion pour le Picasso? Parce qu'il y a bien d'autres engins à la SNCF. Oui, mais enfin, c'est un engin passe-partout, c'est le chemin de fer de nos campagnes, c'est la France profonde, en fin de compte. C'est vrai. Comment vous est venue l'idée de participer au sauvetage? Parce que vous l'avez sauvé de la ferraille. Ah, tout à fait. C'était en 82. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'autorails qui partaient à la ferraille, donc on s'est dit c'est pas possible que tous finissent comme ça. Donc avec quelques copains, on a pris de l'argent dans notre porte-monnaie et on a essayé de le sauver. Donc vous l'avez acheté à la SNCF? Tout à fait. 16 500 francs. Ce n'est pas une somme énorme pour 30 tonnes de ferraille, mais le problème c'est qu'il n'était plus autorisé à circuler sur les lignes de la SNCF. Donc après, il y a tout un processus d'agrément de l'engin, de mise aux normes pour qu'il puisse rouler. Donc à partir de 85, on a commencé à rouler sur des petites lignes. Qui est dans votre association qui s'appelle les autorails de Bourgogne et de Franche-Comté? Essentiellement des gens de la région, si vous voulez, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Mais des gens de toute origine, pas spécialement des cheminots. Il y a un petit nœud de cheminots, ça facilite grandement les choses. Mais autrement, c'est des gens, on a des avocats, on a des ingénieurs, on a on a un conducteur instituteur. Donc, et Alain Prat, qui est maquettiste. Enfin, ça c'est. J'ai l'impression que c'est une bande de copains d'abord. C'est le but de l'opération, enfin. L'autorail, ça fédère un petit peu l'équipe. Vous avez. Combien ça coûte pour une association, l'entretien? Parce que le problème, c'est la maintenance. Combien ça consomme d'abord? Donnez-nous. De toute façon, un autorail comme ça, on calcule à peu près 50 litres au 100. Parce que c'est des moteurs qui sont relativement gourmands quand même, parce qu'un moteur comme ça maintenant, ça consommerait beaucoup moins. C'est rien, 50 litres au 100, c'est le poids d'un camion, 30 tonnes, oui. Pour transporter 60 personnes. Oui, mais en ferroviaire, on consomme déjà beaucoup moins, systématiquement, avec les roulements. Mais autrement, on a une capacité de 400 litres, donc une autonomie de 800 km. Ce qui vous permet de faire du tourisme ferroviaire et de grands voyages. Ah oui, tout à fait. Et puis quand on fait des très grands voyages, on emmène 2-3 jerrycans en plus, comme ça nous permet d'augmenter l'autonomie. Dans votre association, vous n'allez pas en rester là, ça marche. Et fort heureusement, ça marche très bien. Ah bah tout à fait, mais le problème c'est franchir le pas d'avoir un autre engin.
n'y a, à mon avis, pas d'engin équivalent du Picasso, point de vue maintenance. C'est l'engin le plus facile à maintenir. Donc dès qu'on aura un engin plus compliqué, ça pose beaucoup plus de problèmes techniques qu'on n'est peut-être pas obligé de pouvoir résoudre. Comment vous trouvez les conducteurs? Il n'y en a plus de conducteurs de Picasso. On les forme. On les forme. On a eu des conducteurs de TGV qui se sont mis à conduire le Picasso. C'est un bond en arrière, mais bon, c'était sympa. Mais c'est ça, c'est ce côté sympathique de l'opération. C'est l'ambiance à bord. C'est ça qui fait venir les gens. En fait. Que faisiez-vous avant, Gaby? Quel est votre métier? À l'origine, je suis conducteur de locomotive, mais pas d'autorail, ce qui est étonnant. Mais bon, à Dijon, il n'y avait pas de dépôt autorail. C'est normal que je ne sois pas formé. Autrement, j'ai des conducteurs de locomotives électriques et diesel. Et là, vous êtes à la retraite maintenant? Ça fait 9 ans. Et votre vie maintenant, c'est l'association, c'est le saut? C'est l'association, c'est aussi, depuis que je suis en retraite, je commence à faire des bouquins sur le chemin de fer, bien entendu. Autrement, je suis comme Alain, je fais du modélisme ferroviaire, je fais de la photo, on fait des balades, on s'occupe. De toute façon, on n'a pas le temps de voir venir. C'est vraiment votre vie, le chemin de fer, vous ne le quitterez pas. Je suis né d'une famille de cheminots. Mes autres frangins sont cheminots. C'est comme ça. Vous êtes heureux? Ah bah tout à fait. Tout à fait. Et ce Picasso, c'est un rêve finalement, vous avez réalisé? Bon, au départ, on n'y pensait pas. De toute façon, c'est venu comme ça. En fin de compte. On s'est aperçu que l'engin méritait qu'on le mette de côté, qu'on le préserve, qu'on s'en occupe. Et puis heureusement qu'on a trouvé quand même des collègues pour faire ça, parce que de toute façon, tout seul, on ne peut rien faire. Mais là, vous avez réussi parce que vous avez fait école et d'autres autorails ont été sauvés. Ah ben tout à fait, tout à fait. Il n'y en a pas beaucoup par contre. C'est très difficile à pouvoir maintenir un engin et pouvoir rouler sur le réseau SNCF. Puisque sur la France, par exemple, des autorails comme celle-ci, on n'est que 3. C'est normal, hein, c'est strict.